Une fillette disparue à Disneyland en 1970 lors d'une visite avec sa mère. Un instant, elle prenait des photos avec un personnage costumé. L'instant d'après, elle s'était volatilisée dans la foule et n'a jamais été revue. Malgré des années de recherche désespérées, toutes les pistes se sont éteintes et l'affaire est devenue une énigme irrésolue parmi tant d'autres. Mais 20 ans plus tard, après de graves inondations qui ont frappé le sud de la Californie, un agriculteur inspectant son terrain près du parc d'attractions découvre quelque chose de choquant, partiellement enterré dans un canal de drainage asséché. Des preuves qui pourraient enfin révéler la vérité troublante sur ce qui était réellement arrivé à la fillette disparue. Le soleil matinal pénétrait à peine à travers les fins rideaux du modeste appartement de Marilyn Alberg à Buena Park en Californie. Les murs, autrefois blancs, avaient jauni avec le temps, et le sol en linoléum montrait des traces d'usure dues aux années. Un bruit sourd provenant de l'appartement voisin la réveilla en sursaut. Puis vint le grincement de meubles qu'on déplaçait, suivi de voix étouffées et du fracas occasionnel d'un objet qu'on laissait tomber. De nouveaux voisins. Encore. Marilyn soupira profondément, se redressant sur le lit étroit qui grinçait à chacun de ses mouvements. Le poids dans sa poitrine, son compagnon constant depuis 20 ans, se faisait plus lourd ce matin-là. Ce n'était pas le bruit qui la dérangeait vraiment, c'était ce que ces sons représentaient. La vie qui continuait, des gens qui prenaient un nouveau départ, tandis qu'elle restait figée dans le temps, prisonnière de cette horrible journée de 1970, où Charlotte, 8 ans, avait disparu dans ce qui était censé être l'endroit le plus heureux sur Terre, Disneyland. En écoutant l'agitation d'à côté, les souvenirs affluèrent. Elle possédait autrefois une vraie maison, avec un jardin, 2 chambres et un garage, dans un quartier pas très loin d'ici. Mais la maison n'existait plus. La pression financière était devenue trop forte. Manquer le travail pour les recherches, engager des détectives privés, imprimer des tracts, tout s'était accumulé. Plus que l'argent, cependant, la maison était devenue un musée de douleur. Déménager dans cet appartement était censé l'aider à guérir, à enfin lâcher prise. Mais le visage de Charlotte apparaissait encore dans ses rêves chaque nuit. Et pendant ses heures d'éveil, elle voyait sa fille dans chaque petite fille blonde qu'elle croisait dans la rue. 20 ans, et la blessure était aussi fraîche que si tout s'était passé hier. Elle se traîna vers la salle de bain, pensant se rafraîchir et peut-être se présenter aux nouveaux voisins. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, le téléphone sur sa table de nuit sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran d'identification de l'appelant. Détective Nolan Bareja. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles. Elle prit le combiné d'une main tremblante. « Allô? Marilyn, c'est Nolan Bareja. » Sa voix était prudente, mesurée. « Je dois vous demander de vous asseoir. » Elle s'assit au bord du lit. « Qu'y a-t-il? » « Nous avons trouvé quelque chose en rapport avec l'affaire de Charlotte. » La pièce sembla basculer. Après toutes ces années de fausses pistes et d'impasses, elle avait appris à se protéger par le pessimisme. « Je n'ai pas besoin de ça, Nolan. Chaque fois que vous trouvez un petit indice, ça ne mène jamais nulle part. Je ne peux plus me faire ça. » « C'est différent, Marilyn. C'est substantiel. Nous avons besoin que vous veniez sur les lieux pour identifier certains objets. » Malgré elle, elle sentit une lueur d'espoir, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Qu'avez-vous trouvé? » Un agriculteur qui possède un terrain près de Disneyland a découvert une vieille mallette de rangement, une valise. À l'intérieur, il y avait un costume de personnage et ce qui semble être une robe d'enfant. Marilyn, on dirait la robe que Charlotte portait ce jour-là au parc. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Elle le serra plus fort,
les jointures blanchies. Une robe? Vous êtes sûr? C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Vous seul pouvez confirmer si c'est la sienne. Nous envoyons un officier vous chercher. Pouvez-vous être prête dans 15 minutes? Oui. Le mot sortit à peine comme un murmure. Oui, je serai prête. Après avoir raccroché, Marilyn agit avec une soudaine détermination. Elle s'habilla rapidement d'un pantalon et d'un chemisier sans se soucier qu'il soit froissé. En rassemblant son sac à main, ses yeux tombèrent sur le vieil appareil photo Polaroid posé sur sa commode. Elle l'avait gardé toutes ces années, incapable de s'en séparer, même si elle l'utilisait rarement. C'était le même appareil qu'elle avait utilisé ce jour-là à Disneyland. D'instinct, elle le prit, vérifiant le compartiment des piles. Morte, bien sûr. Elle fouilla dans son tiroir à bric-à-brac jusqu'à ce qu'elle trouve des piles neuves, les remplaçant d'une main qui ne tremblait que légèrement. L'appareil pourrait être utile, pensa-t-elle. Au moins, il l'aiderait à documenter ce qu'ils avaient trouvé. Fidèle à sa parole, un officier arriva exactement 15 minutes plus tard. Il l'aida à monter dans la voiture de patrouille. « Le site se trouve à Stanton », lui dit-il, alors qu'il s'éloignait du complexe d'appartements. Près d'un canal de drainage asséché, qui longe la frontière extérieure de Disneyland. Stanton, pas loin du tout. Charlotte aurait pu être si proche toutes ces années. Le trajet ne prit que 10 minutes, mais il sembla durer des heures. Quand ils arrivèrent, Marilyn vit que les lieux étaient déjà en pleine activité. Des officiers avaient délimité une zone près du canal en béton, et elle pouvait voir des personnes en uniforme prendre des photos et des mesures. Du ruban jaune flottait dans la brise matinale. Le détective Bareja vint à sa rencontre alors qu'elle sortait de la voiture. Il semblait plus vieux qu'elle ne se souvenait. Ses cheveux, maintenant plus gris que bruns, et de profondes rides autour des yeux. 20 ans les avaient tous vieillis. Marilyn, merci d'être venue. Je voudrais vous présenter James Beckett. C'est lui qui a trouvé la valise. Un homme usé d'une 60aine d'années s'avança, casquette à la main. Son visage était profondément tanné par des années de travail en extérieur, et ses mains étaient rugueuses et calleuses. « Madame, » dit James, sa voix douce, « je suis vraiment désolé pour votre fille. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dans cette valise, j'ai immédiatement appelé la police. Et racontez-lui ce que vous m'avez dit, » l'encouragea le détective Bareja. James s'éclaircit la gorge. « Je suis venu ce matin vérifier mon terrain. Nous avons eu cette grande inondation la semaine dernière, et je voulais voir quels dégâts avaient été causés. Le canal de drainage qui traverse ma propriété est sec depuis des années, mais l'inondation a emporté beaucoup de débris accumulés. C'est alors que je l'ai vue, une valise rouge, partiellement enterrée dans la boue. » « Continuez, » encouragea le détective. « J'ai d'abord pensé que c'était peut-être juste des déchets, mais quelque chose semblait bizarre. C'était vieux, vraiment vieux. Quand je l'ai ouverte... » Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Il y avait ce costume à l'intérieur, un costume de lapin, comme ceux qu'ils portent dans les parcs d'attractions. Et en dessous, une petite robe de fille, bleue avec des fleurs dessus, toute décolorée et couverte de saleté. L'eau s'était infiltrée au fil des années. Quand j'ai vu cette robe, j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. C'est alors que j'ai appelé vos collègues. Le détective Bareja toucha doucement le coude de Marilyn. « Êtes-vous prête à regarder? » Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Il la conduisit jusqu'à l'endroit où plusieurs techniciens médico-légaux avaient disposé les objets sur une bâche bleue. La valise rouge était posée d'un côté, son cuir craquelé et décoloré. Mais c'était le contenu étalé à côté qui fit fléchir les genoux de Marilyn. « Puis-je les toucher ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible.
Nous avons recueilli toutes les preuves dont nous avons besoin, dit l'un des techniciens, lui tendant des gants en latex. Soyez juste prudente. D'une main tremblante, Marilyn enfila les gants et s'agenouilla près de la bâche. La robe était presque méconnaissable. Ce qui avait été bleu poudré était maintenant un gris trouble, les marguerites brodées à peine visibles, mais en la soulevant doucement, vérifiant les coutures et la doublure intérieure, elle sut. « C'est la sienne », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « C'est la robe de Charlotte. Je l'ai faite moi-même. Regardez ici. » Elle montra une minuscule imperfection dans l'ourlet. J'ai dû refaire cette section parce que j'avais mal mesuré. Elle reposa soigneusement la robe et se tourna vers le costume. La tête de lapin était grotesque dans sa décomposition. La fourrure, autrefois blanche, avait jauni et s'était emmêlée. Le rembourrage à l'intérieur s'était affaissé, donnant au visage un aspect enfoncé. Les yeux en maille étaient déformés, créant l'illusion de paupières mi-closes. Le détective Bareja lui tendit une photographie, celle qu'elle leur avait donnée 20 ans auparavant. On y voyait Charlotte rayonnante, à côté d'un personnage de lapin blanc devant le château de la Belle au bois dormant, leurs mains jointes. « Ce costume, » dit Marilyn, l'examinant à travers ses larmes. « Il semble différent de celui sur la photo. » « Le tissu s'est détérioré, » expliqua le détective. 20 ans d'exposition à l'humidité et à la saleté. Le rembourrage a rétréci, les matériaux se sont dégradés. Elle pouvait voir les vestiges de ce qu'il avait été. Un ruban rose autour du cou, maintenant décoloré et taché. Les restes d'une chemise décorée de cœurs, un pantalon en velours qui s'était presque désintégré. Un technicien médico-légal s'approcha. Nous n'avons trouvé aucune empreinte digitale à l'extérieur ni à l'intérieur. L'eau les a effacées. Marilyn sortit son appareil Polaroid. Les officiers semblèrent surpris, mais elle expliqua « Pour mes propres archives, même si nous ne la retrouvons pas, je veux me souvenir que nous avons trouvé ces objets. » Elle prit plusieurs photos, le flash de l'appareil illuminant les tristes artefacts. Chaque image émergea lentement de l'appareil, et elle les glissa soigneusement dans son sac à main. Un autre officier arriva en courant. « Détective, nous avons été en contact avec Disneyland. Ellen Ng, la directrice des relations avec les visiteurs, nous rencontrera à leur siège social. Elle ne viendra pas sur les lieux, inquiète de l'attention médiatique. » Comme sur un signal, Marilyn entendit le bruit de véhicules qui approchaient. Des camionnettes monde de presse se garaient au-delà du ruban de police, les journalistes installant déjà leurs caméras. « Faisons une brève déclaration et sortons d'ici, » dit le détective Bareja. Le détective parla d'abord, confirmant que, sur la base de nouvelles preuves, l'affaire Charlotte Alberg n'était plus classée comme une simple disparition, mais potentiellement comme un enlèvement criminel d'enfants. L'affaire était officiellement rouverte. Quand les journalistes se tournèrent vers Marilyn, elle ne parvint à dire que quelques mots. « Je pensais avoir perdu tout espoir. Mais il y a une lueur d'espoir à nouveau. Je prie pour être réunie avec ma fille. » Ils l'aidèrent à monter rapidement dans une voiture de police avant que les questions ne deviennent trop envahissantes. Le détective Bareja et son partenaire, le détective Mills, l'accompagnèrent jusqu'au bureau de Disneyland. Le bâtiment contrastait fortement avec la magie du parc lui-même, tout en verre et en acier, avec des visages sérieux. Ellen Ng les accueillit dans le hall, une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux parfaitement coiffés et à l'expression compatissante. « Madame Alberg, je suis tellement désolée pour ce que vous avez traversé, » dit Hélène, lui serrant la main. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider. » Elle les conduisit à une salle de conférence où plusieurs personnes attendaient déjà. « Voici notre superviseur du département des costumes et quelques-uns de nos cadres supérieurs des opérations de divertissement, » expliqua Hélène.
Nous avons la plupart des documents de l'enquête originale, dit le détective Bareja, mais nous aimerions que vous examiniez le costume que nous avons trouvé. L'équipe médico-légale était arrivée avec une boîte à preuves sécurisée. Ils la posèrent sur la table de conférence qui avait été couverte d'un tissu protecteur. Tout le monde enfila des gants avant que la boîte ne soit ouverte. Le superviseur du département des costumes, un homme mince nommé Gérald, se pencha attentivement. Il examina le tissu, les coutures, passant ses doigts le long des bords. « C'est définitivement cousu à la main, » dit-il. « Nos costumes utilisent des coutures standardisées à la machine. » Quelqu'un apporta des échantillons de costumes officiels du parc pour comparaison. Les différences étaient évidentes, même pour l'œil non exercé de Marilyn. Aussi, poursuivit Gérald, ce n'est même pas censé être le lapin blanc. Regardez la forme des oreilles, la structure du visage. C'est une contrefaçon du personnage du lièvre de Mars. Il montra une étiquette brune, cousue à l'intérieur de la tête du costume. Ceci le confirme. Pas fourni par le parc. C'est un costume non autorisé. Ce qui signifie que celui qui le portait n'était probablement pas un employé de Disney, dit le détective Mills. Ellen acquiesça. Comme nous l'avons dit à la police il y a 20 ans, aucun membre du personnel de divertissement n'a démissionné ou disparu entre juin et juillet 1970. Tous ont été retrouvés et interrogés. C'était planifié, dit sombrement le détective Bareja. Quelqu'un a obtenu ce costume spécifiquement pour s'approcher des enfants dans le parc. Ils ont peut-être surveillé Marilyn et Charlotte pendant un certain temps. Marilyn se sentit mal. L'idée que quelqu'un les ait traqués et ait planifié cela. Le détective Bareja examina l'étiquette cousue de plus près. Le texte est trop altéré pour distinguer une marque ou un fabricant. Nous devrons rechercher les fabricants de costumes de cette époque. Après avoir tout documenté, la police se prépara à partir. Le détective Bareja se tourna vers Marilyn. « Nous allons vous ramener chez vous maintenant. Vous avez besoin de repos. Nous appellerons dès que nous aurons des nouvelles. » Ils remercièrent Tellenhagen et son personnel pour leur coopération. En retournant vers les voitures, boîte à preuves en main, Marilyn sentit le poids de 20 années peser sur ses épaules. Ils avaient des preuves maintenant, de vraies preuves. Mais serait-ce suffisant pour retrouver Charlotte? Les escortes policières déposèrent Marilyn à son immeuble, juste après midi. L'officier l'accompagna jusqu'à sa porte, s'assurant qu'elle rentrait en sécurité avant de partir. Mais une fois seule, Marilyn ne pouvait pas rester immobile. Elle arpentait son petit salon, les photos Polaroid étalées sur sa table basse. Comment la valise était-elle restée cachée pendant 20 ans? Elle étudia les images, son esprit en ébullition. Quelqu'un avait dû s'en débarrasser dans le système de drainage, pensant qu'elle ne referait jamais surface. Son poids l'aurait fait s'enfoncer dans les sédiments. Mais elle se souvenait d'avoir vu des reportages l'année précédente sur le projet de modernisation du système de drainage du comté. Et puis, les récentes inondations, les pluies les plus abondantes depuis des décennies. Cela avait dû emporter des années de débris accumulés, exposant finalement ce que quelqu'un avait essayé si fort de cacher. Elle ne pouvait pas simplement attendre que la police appelle. 20 ans d'attente lui avaient appris que parfois, il fallait chercher les réponses soi-même. Marilyn sortit l'épais annuaire des pages jaunes, dessous une pile de magazines sur sa table basse. Le livre était usé, des pages cornées par des années d'utilisation. Elle tourna jusqu'à la section commerciale, faisant glisser son doigt le long des listes. Boutique de costumes, fourniture de fêtes, boutique de magie, fournisseurs théâtraux. Plusieurs entreprises étaient répertoriées dans le comté. Elle prit des notes sur un bloc, les organisant par distance. La plus proche attira son attention. Création de costumes, Craster et Santa Ana. L'adresse semblait familière. Elle était passée devant cette zone d'innombrables fois, à seulement 15 minutes. Sans hésiter,
Elle prit ses clés et se dirigea vers sa voiture. La vieille Honda Civic démarra au deuxième essai et elle navigua à travers les rues familières de Santa Ana. La boutique se trouvait dans un centre commercial délabré, coincé entre un ancien magasin de location de vidéos et un bureau d'encaissement de chèques. Une pancarte décolorée, fermée, était accrochée à la vitrine, mais Marilyn pouvait voir du mouvement à l'intérieur. La lueur bleue d'une télévision scintillait à travers la vitre poussiéreuse. Elle sonna, entendant l'écho à l'intérieur. Après un moment, des pas traînants approchèrent. La porte s'ouvrit légèrement et un vieil homme regarda à l'extérieur. « Nous sommes fermés, » dit-il, commençant à refermer la porte. Fermée depuis des années. Mais il s'arrêta, la regardant de plus près. Ses yeux s'élargirent en la reconnaissant. « Attendez une minute. Vous êtes cette dame des infos. La mère, c'est ça? Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment puis-je vous aider? » « Je suis Marilyn Alberg, » dit-elle. « Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai vu votre boutique dans l'annuaire et j'ai pensé que peut-être... »« Entrez, entrez, » dit l'homme, ouvrant la porte plus largement. « Je suis Elias Craster, s'il vous plaît, entrez. » Il verrouilla la porte derrière eux et la conduisit à travers la boutique faiblement éclairée. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui parvenaient à pénétrer les vitres sales. Des mannequins dans divers états d'habillement se tenaient comme des sentinelles silencieuses, drapés de costumes d'époque révolue. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elias désigna un vieux canapé en cuir qui avait connu des jours meilleurs. « Cet endroit est fermé depuis 5 ans maintenant. Je deviens trop vieux. Et mon fils... » Il haussa les épaules. Il n'a jamais voulu reprendre l'affaire, mais je ne pouvais pas me résoudre à tout jeter. Alors, je vis ici maintenant, parmi toutes de ces vieilles choses. Marilyn regarda autour d'elle, observant les machines à coudre anciennes, les rouleaux de tissu couverts de plastique et les portants de costumes, allant des robes Charleston des années 1920 aux tenues disco en polyester. « J'ai vu le reportage ce matin, » poursuivit Elias, « à propos de votre fille, du costume qu'ils ont trouvé. Terrible histoire. » Marilyn sortit ses photos Polaroid. « C'est pourquoi je suis ici. Je cherche des informations sur ce costume. J'ai pensé que quelqu'un dans votre domaine pourrait le reconnaître. » Elle lui montra les photos, y compris le gros plan de l'étiquette brune à l'intérieur de la tête du costume. Elias les étudia attentivement, ajustant ses épaisses lunettes. « Cette étiquette, » dit-il lentement, « ce n'est pas la mienne. J'ai toujours utilisé des étiquettes blanches avec des lettres rouges, et je n'ai jamais fait quelque chose de tel. » Il regarda de plus près. « Mais ce costume a été modifié. Voyez ces motifs de couture? Je connais ce travail. » Il pointa des zones spécifiques sur la photo. La couture entre les oreilles et la tête, ici. La façon dont la bouche a été cousue. Ce bouton de nez, il a été remplacé par un différent de celui sur votre photo. Pensez-vous que quelqu'un essayait de déguiser le costume original? Demanda Marilyn. Elias secoua pensivement la tête. Peut-être, mais pour moi, on dirait plutôt qu'ils essayaient de changer l'expression du personnage. Il montra les plis et les replis au-dessus du sourcil, la ligne de la mâchoire. Dans la photo originale des infos, le lapin avait l'air heureux, amical. Mais ces modifications... Il s'interrompit. « Quoi? » insista Marilyn. Celui qui a fait ça voulait le rendre triste, ou peut-être même effrayant. Peut-être pour faire peur à quelqu'un, mais c'est juste mon opinion. Marilyn sentit un frisson. Le kidnappeur avait-il modifié le costume pour effrayer Charlotte? Pour la punir d'une manière ou d'une autre? Son esprit commença à spiraler vers de sombres possibilités, et elle se força à se concentrer. Elias étudiait toujours les photos intensément. Soudain, il se redressa. « Attendez ici, je crois me souvenir de quelque chose. »
Il disparut dans une pièce à l'arrière. Après un moment, elle entendit Elias revenir. Il portait plusieurs objets qu'il posa soigneusement sur la table basse. Un nez en bouton, similaire à celui de la photo, des montures de lunettes rondes et un morceau de papier jauni. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marilyn. « Je viens de me souvenir, » dit Elias, l'excitation dans la voix. « Il y a des années, quelqu'un est venu avec ce croquis. Il voulait que nous modifions un costume pour qu'il corresponde. J'avais oublié, et je ne m'en suis pas occupé personnellement. J'avais du personnel à l'époque, et je confiais généralement les travaux de modification à mes employés. Mais quand j'ai vu ces lunettes et ce nez sur votre photo, ça a ravivé ma mémoire. J'avais encore ces articles en stock, et quand j'ai vérifié à l'arrière, j'ai trouvé ce croquis. » Marilyn examina le croquis. Il était identique au costume modifié, la même expression triste, les mêmes modifications. « Avez-vous des archives? De qui a commandé cela? » demanda-t-elle avec urgence. « Des reçus, des coordonnées du personnel. » Elias soupira. « Je peux vous donner les contacts de mon ancien personnel, et j'aiderai volontiers la police. Mais les reçus papier? » Il fit un geste autour de la boutique encombrée. « Je les ai jetés il y a des années. Il y en avait des milliers, et je m'inquiétais des termites. Regardez cet endroit. Bois, tissu, papier partout. C'est le paradis des termites. » Le cœur de Marilyn s'effondra, mais Elias leva un doigt. Cependant, il pourrait y avoir de l'espoir. « Mon fils, Benjamin, a des besoins spéciaux, diagnostiqués avec un trouble obsessionnel compulsif à l'adolescence. Mais il est brillant avec la technologie. Avant que je ne ferme la boutique, il entrait tous nos anciens registres dans Lotus 1, 2, 3. Je lui ai acheté un ordinateur coûteux à l'époque, pensant qu'il pourrait se construire un avenir dans l'informatique. A-t-il fini d'entrer toutes les données? Je ne sais vraiment pas. Il y avait tellement de reçus. Mais si vous cherchez une chance de trouver cette commande, Benjamin serait votre meilleur espoir. Où puis-je le trouver? Benjamin Craster travaille le matin à l'épicerie Freshfields, ici, à Santa Ana. Elias écrivit l'adresse. Gardez ce croquis, cela pourrait aider Benjamin à trouver le dossier plus rapidement. Marilyn prit le papier avec gratitude. Merci beaucoup. J'informerai la police de ceci. Seriez-vous prêt à partager ces contacts du personnel avec eux? Bien sûr, dit chaleureusement Elias. Tout ce qui pourrait aider à retrouver votre fille. Marilyn monta dans sa voiture, ses mains tremblant encore d'excitation après la découverte. Elle plaça soigneusement le croquis sur le siège passager et démarra le moteur. L'épicerie Freshfields était un magasin de taille moyenne, plus grand qu'une épicerie de quartier, mais pas tout à fait un supermarché. Le parking était à moitié plein, avec la foule des courses de l'après-midi. Marilyn se gara et entra par les portes automatiques, l'odeur familière des produits frais et des produits de boulangerie l'accueillant. Plusieurs employés en tablier vert se déplaçaient dans le magasin. Elle s'approcha d'une caisse vide où une femme d'âge moyen organisait des sacs de courses. « Excusez-moi, » dit Marilyn. « Je cherche Benjamin Craster. Est-ce qu'il travaille assis? » La caissière sourit. « Oh Ben, oui, il fait de la mise en rayon aujourd'hui. Il devrait être quelque part dans les allées ou peut-être dans la réserve à l'arrière. » Merci. Marilyn traversa le magasin, scrutant chaque allée. Elle le trouva dans la section des conserves, arrangeant méthodiquement des boîtes de soupe avec un espacement précis. C'était un homme mince dans la trentaine, portant le tablier vert du magasin sur une chemise soigneusement repassée. Son badge indiquait « Benjamin C. »« Benjamin Craster ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, clignant derrière des lunettes à monture métallique. « Oui, je peux vous aider. » Sa voix était douce, prudente. «
Bonjour, je suis Marilyn Alberg. Je viens de la boutique de votre père. Son expression passa immédiatement à l'inquiétude. Mon père a des problèmes. Il va bien? Non, non, il va bien, assura Marilyn. En fait, il m'a aidé. J'étais juste là-bas, et il a dit que vous pourriez m'aider aussi. Benjamin ajusta une boîte légèrement désalignée, puis lui accorda son attention. Elle remarqua qu'il ne semblait pas la reconnaître, ce qui signifiait qu'il n'avait probablement pas vu les informations du matin. « Voyez-vous, » commença Marilyn, choisissant soigneusement ses mots. « Je recherche des informations sur une modification de costume qui aurait pu être faite dans la boutique de votre père il y a des années. Il a dit que vous aviez numérisé tous les anciens reçus. » Le visage de Benjamin s'illumina de fierté. « Oui, je l'ai fait. Chacun d'entre eux. Je les ai tous entrés dans Lotus 1, 2, 3. Ça m'a pris 2 ans, mais je les ai tous intégrés. En fait, ajouta-t-il, j'ai pensé à tout convertir vers Microsoft Excel. Il devient plus populaire et les fonctionnalités sont supérieures, mais je n'ai pas eu le temps. Seriez-vous prêt à vérifier votre base de données pour une transaction spécifique? » Benjamin consulta sa montre, une Casio digitale qu'il gardait parfaitement synchronisée. « Je serais heureux de vous aider, mais je suis encore en service. Je termine à 14 heures, ce qui est dans... » Il vérifia sa montre à nouveau. 28 minutes et 43 secondes. J'ai mon ordinateur portable dans mon casier. Nous pourrons regarder à ce moment-là, si cela vous convient. « Ce serait merveilleux, » dit Marilyn. « Merci beaucoup. » Benjamin hocha la tête et retourna à ses boîtes disposable de soupe, ajustant celles qui avaient bougé pendant leur conversation. « Je vous retrouverai à l'entrée du magasin à exactement 14 heures. » Marilyn avait 30 minutes à tuer. Elle décida d'utiliser ce temps de façon productive, poussant un chariot dans les allées et ramassant des produits essentiels qu'elle avait repoussés. Pain, lait, œufs, quelques soupes en conserve. Son esprit n'était pas vraiment concentré sur les courses, cependant. Elle vérifiait sans cesse sa montre, pensant à ce que Benjamin pourrait trouver dans sa base de données. Après avoir payé ses courses, elle les chargea dans sa voiture et s'assit sur le siège conducteur, vitre entr'ouverte pour l'air. Le croquis d'Elias était posé sur le tableau de bord, et elle l'étudia une fois de plus, mémorisant chaque détail du visage du lapin modifié. L'idée que quelqu'un ait demandé ce changement pour effrayer sa petite fille suscitait une profonde colère en elle. Mais elle se rappela que sa fille aurait maintenant 28 ans. Et tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer qu'elle soit toujours en vie et en bonne santé. Elle mit le croquis de côté et se pinça l'arête du nez, essayant de calmer sa respiration. À exactement 14 heures, elle vit Benjamin sortir du magasin, sans son tablier de travail, portant un sac d'ordinateur portable noir. Il se tenait près de l'entrée, scrutant méthodiquement le parking jusqu'à ce qu'il l'aperçoive dans sa voiture. Marilyn ouvrit sa portière pour sortir et, dans son empressement, l'ouvrit largement sans regarder. La porte frôla celle d'une voiture qui venait de se garer à côté d'elle. Un vieil homme avec une canne tripode tentait de sortir, et sa porte passa à quelques centimètres de le heurter. « Oh !» s'exclama Marilyn. « Je suis tellement désolée. » Le vieil homme la fusilla du regard, son visage plissé d'irritation. Une femme se précipita du côté conducteur. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux châtains clairs tirés en arrière en une simple queue de cheval. « Ça va, papa ?» demanda-t-elle anxieusement, soutenant l'homme avec des mains douces. « Je vais bien », grommela l'homme, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il lança un regard furieux à Marilyn. « Faites attention où vous allez, voulez-vous? Ou vos yeux ne sont-ils que pour la décoration? » « Je suis vraiment désolé, » répéta Marilyn, reculant pour leur donner plus d'espace. « S'il vous plaît, allez-y. » Elle attendit que la femme aide le vieil homme à contourner les voitures
et à se diriger vers l'entrée du magasin. Ce n'est qu'après leur passage qu'elle sortit complètement de son véhicule et marcha vers Benjamin. « Je m'excuse de vous avoir fait attendre », dit Benjamin, ajustant le sac d'ordinateur sur son épaule. L'ordinateur semblait lourd et encombrant, un de ses premiers modèles à peine portables. « Pas du tout », assura Marilyn. « Où devrions-nous travailler ?» Benjamin la conduisit sur le côté de l'épicerie, où une petite zone de jardin avait été aménagée avec une longue table de pique-nique en bois pour les clients qui voulaient bien se reposer ou manger leurs achats de charcuterie. Ils s'assirent face à face, et Benjamin déballa soigneusement son ordinateur portable. « Ce sera fastidieux », avertit-il, allumant la machine. La base de données contient chaque transaction, de 1965 à 1985. C'est 20 ans de reçu. L'écran de l'ordinateur portable s'anima, affichant le fond noir et le texte blanc de Lotus 123 dans la police de machine à écrire typique. Les doigts de Benjamin voléantent sur le clavier avec une aisance exercée. « Nous devons rechercher des modifications de 1970 environ », dit Marilyn, lui montrant le croquis. Quelque chose impliquant une tête de costume de lapin. Benjamin étudia attentivement le croquis, puis commença à définir des paramètres de recherche. « Je vais d'abord filtrer par année, puis rechercher dans les champs de description des mots-clés comme modification, lapin, costume et tête. » Ils se penchèrent ensemble sur l'écran, parcourant des centaines d'entrées. Le temps semblait ralentir, alors qu'ils vérifiaient méthodiquement chaque correspondance possible. Benjamin surlignait des entrées, développait les champs de détails, vérifiait les descriptions, puis passait à la suivante. 45 minutes passèrent, puis 1 heure. Les yeux de Marilyn commençaient à brûler, à force de fixer l'écran, quand Benjamin se redressa soudainement. « Ici », dit-il, sa voix tendue d'excitation. « Regardez ça. » L'entrée était datée du 15 mai 1970. Dans le champ de description, on lisait « Modification de costume, remplacement de boutons de nez, ajout de lunettes, travail de couture faciale, tête de lapin, mesure 24 pouces de circonférence, 18 pouces de hauteur. »« C'est ça », s'exclama Marilyn. « Qui l'a commandé ?» Benjamin fit défiler jusqu'au champ client. Là, en lettres blanches sur fond noir, se trouvait un nom. Raoul Dreyfus, mode de paiement, espèce. Raoul Dreyfus, répéta Marilyn, mémorisant le nom. Benjamin, vous l'avez fait. C'est exactement ce dont nous avions besoin. La police doit savoir cela immédiatement. Benjamin rayonna de fierté. Je suis content que mon trouble puisse aider quelqu'un pour une fois. Les gens trouvent généralement mon archivage obsessionnel agaçant. Marilyn tendit la main vers son téléphone quand un bruit sourd résonna depuis le parking. Puis un autre, le son du métal contre métal. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Benjamin, levant les yeux de son ordinateur portable. « Je n'aime vraiment pas ce bruit. » Marilyn se leva et marcha rapidement vers l'avant du magasin. Les bruits venaient scouglans de l'endroit où elle s'était garée. En tournant le coin, elle s'arrêta, choquée. Le vieil homme à la canne tripode frappait à plusieurs reprises sa portière de voiture contre la sienne, l'ouvrant et la fermant avec une force délibérée. Entre les coups, il frappait son pneu avec sa canne tripode. « Papa, arrête !» supplia la femme, essayant de l'éloigner. « S'il te plaît, monte dans la voiture. »« Hé !» cria Marilyn, courant vers eux. « Que faites-vous? Arrêtez ça !» La femme réussit à pousser son père dans le siège passager et à fermer la porte. Elle se tourna vers Marilyn, son visage rougi d'embarras et d'autre chose, de la peur. « Je suis vraiment, vraiment désolée, » dit la femme, ses mains tremblant alors qu'elle ouvrait son portefeuille. « Il n'est pas bien. S'il vous plaît, laissez-moi payer pour les dégâts. » La femme tâtonna avec ses billets, prenant un temps inhabituellement long pour en sélectionner un.
Finalement, elle sortit un billet de 20 $ et le tendit à Marilyn. « Non, ce n'est pas nécessaire, » dit Marilyn, remarquant comment la femme avait hésité, comme si 20 $ étaient de plus qu'elle ne pouvait se permettre. « Vraiment, c'est bon. » Mais la femme saisit la main de Marilyn et y pressa le billet. « S'il vous plaît, » dit-elle, et Marilyn pouvait voir des larmes dans ses yeux. Sans un mot de plus, la femme se précipita vers le siège conducteur. Alors que la voiture reculait, Marilyn aperçut la femme s'essuyant les yeux du dos de la main. Quelque chose dans ce geste, dans sa façon de bouger. La caissière de tout à l'heure était sortie, attirée par l'agitation. « Ça va, madame ?» demanda-t-elle à la Marilyn. « Je suis vraiment désolé pour votre voiture. » Monsieur Dreyfus ne semble généralement pas aussi contrarié. Marilyn sentit le monde basculer. « Comment avez-vous dit qu'il s'appelait ?»« Monsieur Dreyfus », répéta la caissière. « Raoul Dreyfus, c'est en fait un homme bien, il doit juste passer une mauvaise journée. » Marilyn ne pouvait plus respirer. Elle baissa les yeux sur le billet de 20 $ dans sa main, et son cœur faillit s'arrêter. Écrit au dos d'une écriture tremblante était un seul mot, « Au secours ». La femme dans la voiture, cheveux châtain clair, fin de la vingtaine, le bon âge. Cela pourrait-il être? « Charlotte », murmura-t-elle. Elle leva les yeux, mais la voiture avait déjà disparu, fondue dans la circulation. Benjamin les avait rejoints, sac d'ordinateur en main. « Je travaille à l'arrière », dit-il, secouant la tête. « Je n'ai jamais connu les noms des clients. » D'une main tremblante, Marilyn composa le numéro du détective Bareja. Dès qu'il répondit, ses mots se déversèrent en un flot frénétique. Il dut l'interrompre, la pressant de ralentir, puis demanda fermement ce qu'elle avait fait. Elle expliqua comment elle était allée à Santa Ana, avait visité le tailleur et s'était arrêtée à l'épicerie. Je l'ai trouvé. Raoul Dreyfus. Raoul. Il était juste à l'épicerie Freshfields. Et Nolan, je pense que ma fille était avec lui. Elle a écrit « Au secours » sur un billet. Vous devez venir maintenant. En moins de 15 minutes, des véhicules de police convergèrent vers l'épicerie Freshfields. Le détective Bareja arriva avec son partenaire, le détective Mills, et un autre agent de patrouille, soit 3 officiers au total. Il prit rapidement le contrôle de la scène, interrogeant Benjamin et la caissière qui avaient été témoins de l'incident. « Nous ne gardons pas les adresses des clients », expliqua la caissière avec regret. « Mais je peux imprimer ce que M. Dreyfus a acheté aujourd'hui. » Elle se précipita vers sa caisse et réimprima le reçu. Marilyn l'étudia par-dessus l'épaule du détective Bareja. 2 gallons d'essence, de la farine d'avoine, diverses céréales, des conserves, des fruits. Rien qui ne semblait inhabituel pour des courses. « Que pouvez-vous nous dire sur cet homme ?» demanda le détective Mills à la caissière. « Il vit quelque part dans les montagnes, » dit-elle. « C'est tout ce que je sais vraiment. Lui et sa fille sont très discrets. Ils viennent environ 1 fois par mois pour des provisions. Payent toujours en espèces, ne causent jamais de problème. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. » Le détective Bareja se tourna vers Marilyn. « Avez-vous bien vu leur voiture? Marque, modèle, plaque d'immatriculation? »« Non, je suis désolé, » dit-elle. « Je n'ai pas pensé, mais Ben, peut-être ?» C'était une Ford Crown Victoria 1984, beige, 4 portes, intervint Benjamin. Je n'ai pas vu la plaque d'immatriculation. J'étais distrait par le bruit qu'il faisait avec les portières. Le détective prit immédiatement sa radio. « Dispatch, ici le détective Bareja. J'ai besoin que vous contactiez la DMV. Nous recherchons un Raoul Dreyfus qui possède une Ford Crown Victoria 1984, beige. Besoin d'une adresse enregistrée dès que possible. » Pendant qu'ils attendaient, Benjamin montra aux officiers l'entrée de la base de données qu'il avait trouvée. Le détective Mills
prit des notes détaillées pendant que le détective Bareja coordonnait avec le dispatch. Après plusieurs minutes tendues, la radio grésilla. « Détective, la recherche DMV montre qu'un Raoul Dreyfus possède une Crown Victoria 1984, beige. Adresse enregistrée. 476 Mountain View Road, Modjeska Canyon. » « C'est notre piste, » dit le détective Bareja. « Allons-y. » Marilyn se précipita vers sa voiture. Benjamin hésita à sa fenêtre. « Puis-je venir ?» demanda-t-il. « Je me sens impliqué maintenant. Je veux aider. » « Montez, » dit Marilyn sans hésitation. Ils formèrent un convoi, suivant les voitures de police, alors qu'ils se dirigeaient vers les contreforts. La route grimpait progressivement, laissant l'étalement suburbain derrière. Les maisons devenaient de plus en plus rares, et les chaînes de montagnes se rapprochèrent de la route. L'adresse les conduisit à une maison usée, en retrait de la route. L'endroit semblait abandonné. Fenêtres sombres, peinture écaillée, mauvaises herbes poussant assez haut pour atteindre la porte d'entrée. Aucune voiture en vue. Le détective Mills examina soigneusement la propriété avant d'avancer. Il marcha sur la pelouse envahie, appelant une fois, puis une deuxième fois plus fort. Sans réponse, il s'approcha de la porte d'entrée, testa la poignée et regarda à travers les fenêtres poussiéreuses. Après un moment, il recula et secoua la tête. « Cela ne semble pas habité », observa le détective Mills, faisant signe à ses officiers de commencer à fouiller le périmètre. Mais Benjamin avait déjà remarqué quelque chose. « Regardez », dit-il, pointant vers l'allée en terre. « Des traces de pneus fraîches. Quelqu'un était ici récemment. » Le détective Bareja s'accroupit, examinant les traces. « Bonne observation. Il a raison. Elle date peut-être de 2 jours, 3 au maximum. Mais regardez cet endroit. Les mauvaises herbes, la décrépitude. Personne n'a vécu ici régulièrement depuis des années. Dreyfus a dû juste venir prendre quelque chose, ou cacher quelque chose. » Il se leva et retourna à sa radio. « Dispatch, nous avons besoin de renforts, au 41786 Mountain View Road. Commencez aussi les formalités pour un mandat de perquisition. Suspect pas sur les lieux, mais était ici récemment. Ces traces consistantes continuent, nota le détective Mills, les suivant des yeux. Il a continué vers la montagne. Alors c'est là que nous allons, décida le détective Bareja. Tout le monde dans vos véhicules. Suivez les traces, mais restez derrière nous. Conduisez prudemment, ces routes de montagne peuvent être dangereuses. Ils poursuivirent leur traque, suivant les traces de pneus, alors que la route s'enfonçait plus haut dans les montagnes. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, avec des forêts de chênes se pressant des 2 côtés et seulement des aperçus occasionnels de maisons isolées à travers les arbres. « Ces cabanes semblent anciennes », observa Marilyn à Benjamin. « Construites dans les années 1930, 1940, d'après le style. » Nous nous dirigeons plus profondément dans Modjeska Canyon, directement dans les montagnes de Santa Ana. Benjamin acquiesça, agrippant la poignée de la porte, tandis que Marilyn négociait un virage particulièrement serré. « C'est isolé ici, l'endroit parfait pour cacher quelqu'un. » Finalement, les traces de pneus les menèrent à un endroit où la route asphaltée céda la place au gravier. Les traces devenaient plus difficiles à suivre, se croisant avec d'autres chemins de véhicules. La voix du détective Bareja sortit de la radio qu'il avait donnée à Marilyn. « Nous allons fouiller cette zone. La voiture ne peut pas être allée loin. Restez prêts et ne vous éloignez pas seul. D'autres voitures de patrouille arrivent en renfort. » Leur présence était rassurante dans les ombres grandissantes de la fin d'après-midi. Les officiers se dispersèrent, vérifiant les routes secondaires et les allées cachées. Le temps semblait se brouiller, alors que la recherche continuait. Des officiers savaient ne frapper aux portes des quelques cabanes habitées qu'ils avaient trouvées,
demandant des informations sur Raoul Dreyfus. Mais personne ne semblait connaître ce nom, ce qui intriguait tout le monde. Dans une si petite communauté de montagne, les voisins se connaissaient généralement. Finalement, ils atteignirent la fin de la route carrossable. Au-delà s'étendait un sentier piétonnier pavé, bloqué par une lourde grille en métallique. Un panneau indiquait « Forêt nationale de Cleveland, personnel autorisé uniquement ». Le détective Bareja examina la grille, testant le lourd cadenas. « C'est fermé à clé. C'est un terrain fédéral au-delà. Nous ne pouvons pas avancer sans autorisation appropriée. » Les autres officiers acquiescèrent. Ils avaient fait de bons progrès, mais l'obscurité approchait, et ils devaient se regrouper. « Je vais immédiatement lancer un avis de recherche », annonça le détective Bareja. « Raoul Dreyfus ne peut pas quitter facilement cette zone. Nous aurons des unités surveillant toutes les routes de sortie. Demain matin, nous reviendrons avec les mandats appropriés et la coopération du service forestier. » À contre-cœur, tout le monde retourna au véhicule. Les voitures de police menèrent le chemin vers le bas de la montagne, leurs feux arrière disparaissant dans les virages sinueux. Marilyn conduisait lentement, son cœur alourdi par la frustration. Si proche. Après 20 ans, ils avaient été si proches. Elle avait même touché la main de la femme quand elle lui avait passé le billet. La femme qui était très probablement Charlotte. Benjamin, assis à côté d'elle, pouvait sentir sa détresse. « Nous avons fait des progrès incroyables aujourd'hui, » dit-il doucement. « Nous avons un nom, un lieu. La police prend cela au sérieux. Votre fille sera retrouvée. Et s'il a réussi à s'enfuir? » La voix de Marilyn était tendue d'anxiété. « Et s'il emmène Charlotte et disparaît à nouveau? Je ne peux pas traverser encore 20 ans de cela. La police surveille les routes. Il n'ira pas loin. » Mais Marilyn ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui la rongeait. Les voitures de police étaient maintenant loin devant, leurs gyrophares n'étant plus que de faibles lueurs au loin. Elle conduisait si lentement qu'elle avait l'impression que ses jambes avaient perdu toute force, et elle se retrouvait de plus en plus en retard. « Ça va? » demanda Benjamin. « Voulez-vous que je conduise? » Marilyn acquiesça, s'arrêtant sur un espace large de l'accotement. Ils sortirent tous les deux pour changer de place. L'air de la montagne était frais et vif, parfumé de chêne et de sauge. Marilyn fit une pause, regardant en arrière vers la zone fermée. C'est alors qu'elle l'entendit, un faible cri porté par le vent. Elle se figea, s'efforçant d'écouter. « Avez-vous entendu ça? » demanda-t-elle à Benjamin. « Non, je n'ai rien entendu. » Il resta immobile, écoutant, puis cela revint. Définitivement une voix, peut-être deux, quelque part dans la forêt. Les yeux de Marilyn trouvèrent un étroit sentier de terre menant dans les bois, à peine visible dans la lumière déclinante. Sans réfléchir, elle commença à s'y diriger. « Nous ne devrions pas y aller seuls, » avertit Benjamin. « C'est trop dangereux. Nous devons obtenir de l'aide. Peut-être emprunter le téléphone d'un voisin et rappeler la police. »« Quelqu'un pourrait être en danger, » insista Marilyn. « Ça pourrait être eux, Raoul et Charlotte. Je ne peux pas simplement partir. » Elle entra dans le sentier, les feuilles séchées et le gravier craquant sous ses pieds. Le son semblait anormalement fort dans la forêt silencieuse. Benjamin la suivit à contre-cœur. Le sentier s'enfonçait plus profondément dans les bois, à peine visible dans le crépuscule tombant. Ils grimpaient régulièrement, se frayant un chemin à travers les broussailles qui s'accrochaient à leurs vêtements. Puis, comme sortis d'un cauchemar, le même modèle de voiture et une cabane se matérialisèrent à travers les arbres. Elle se trouvait sur une petite élévation, un fantôme de bâtiment. Pas de boîte aux lettres, pas de lignes électriques. Le bardage en bois était grisé par les intempéries. La rampe du porche s'était effondrée et plusieurs fenêtres étaient de condamnées.
Nous devons retourner, chuchota Benjamin. Emprunter un téléphone chez un voisin, appeler la police, leur dire où c'est. Mais alors, ils entendirent un mouvement, des pas craquant sur des feuilles sèches, le bruit sec d'une branche qui se brisait à proximité. Quelqu'un d'autre était dans les bois. Le cœur de Marilyn battait la chamade alors qu'elle avançait, ses instincts en guerre avec la peur. Ils venèrent de commencer à faire demi-tour quand Marilyn se figea. À travers les arbres, elle vit une femme entrer dans la cabane, ses mouvements rapides, presque furtifs. Le souffle de Marilyn se bloqua dans sa gorge, et elle fit involontairement un pas en avant, les yeux s'efforçant de voir davantage. L'odeur la frappa d'abord, l'essence, épaisse et écœurante dans l'air. « Ça vient de la cabane », dit Benjamin avec urgence derrière elle, les yeux écarquillés. « C'est mauvais. C'est tellement hors de l'ordre. Nous devons partir. Maintenant, je suis sérieux. »« Ma fille pourrait être là-dedans, » dit Marilyn, sa voix se brisant. « Elle pourrait être en danger. » Elle s'élança vers la cabane, avant que Benjamin ne puisse l'arrêter. L'adrénaline noyait sa peur. Elle devait savoir. Derrière elle, elle entendit la voix de Benjamin, basse et urgente, alors qu'il parlait avec quelqu'un. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, des officiers. Ils avaient dû remarquer que Marilyn et Benjamin ne suivaient nos pas et étaient revenus vérifier. L'un d'eux était déjà sur sa radio, signalant pour des renforts. Marilyn atteignit la porte de la cabane. Elle était légèrement entr'ouverte et l'odeur d'essence était écrasante. Elle la poussa plus largement, mais un officier la tira fermement en arrière. « Madame, reculez !» D'autres policiers se répandaient dans les bois, leurs lampes de poche tranchant la pénombre du crépuscule. « Vérifiez le périmètre », ordonna le détective Bareja. « Et appelez les pompiers maintenant. Je sens l'essence. » L'officier ouvrit complètement la porte. « Police », les mains en l'air. Il ne sortit pas son arme. Avec des vapeurs d'essence aussi épaisses, une étincelle pouvait être catastrophique. De l'obscurité intérieure, Raoul Dreyfus émergea, s'appuyant lourdement sur sa canne tripode. Une main était levée, l'autre agrippant la canne pour soutien. « Je suis Raoul Dreyfus », dit-il calmement. « Je sais que vous me cherchez. » Deux officiers s'avancèrent, le menottant soigneusement. Alors qu'ils le faisaient passer devant Marilyn, leurs regards se croisèrent. Les siens étaient étrangement paisibles. « Bonne chance, » dit-il doucement. Puis Marilyn vit la flamme, petite au début, léchant des chiffons imbibés d'essence près de la cheminée. Le feu se propagea avec une vitesse terrifiante. « Sortez-le !» cria le détective Bareja. Les officiers éloignèrent rapidement Raoul du bâtiment. De l'intérieur vinrent des cris étouffés, désespérés, terrifiés. « Charlotte, il y a quelqu'un là-dedans !» hurla Marilyn. Des officiers se précipitèrent dans la cabane remplie de fumée. Quelques instants plus tard, l'un d'eux ressortit, toussant. « Il y a une femme enchaînée à un lit. Nous avons besoin de coupe-boulons. »« Je vais les chercher !» cria Benjamin. « Je cours vite !» Il sprinta vers les voitures de police avec un officier. Le feu grandissait, la fumée sortant des fenêtres. Des officiers tentèrent d'entrer à nouveau, mais furent repoussés par la chaleur. Benjamin revint, portant de lourds coupe-boulons. Sans hésitation, il plongea dans le bâtiment en flammes, malgré les cris des officiers lui disant d'attendre les pompiers. De l'extérieur, Marilyn regardait avec terreur. Elle pouvait entendre Benjamin à l'intérieur, le son du métal contre métal alors qu'il travaillait sur les chaînes. Puis, un fracas. Une partie du toit s'était effondrée. Les sirènes hurlaient, alors que les camions de pompiers s'arrêtaient en criant, leur lumière clignotant dans le crépuscule qui s'épaississait. Les pompiers se précipitèrent à l'action.
arrosant d'eau le brasier rugissant, travaillant rapidement pour empêcher les flammes de sauter vers les buissons et les feuilles sèches à proximité. À travers la fumée tourbillonnante et la vapeur montante, deux silhouettes apparurent, titubantes. Benjamin, soutenant une femme, toussant violemment, leurs vêtements roussis et leurs visages striés de suie. Les ambulanciers se précipitèrent, les guidant en sécurité. Ils administrèrent de l'oxygène, vérifièrent sur les brûlures, travaillant avec une efficacité professionnelle. La femme était en état de choc, la tête baissée, ses cheveux châtain clair roussis et emmêlés. Marilyn voulait désespérément s'approcher, mais elle se retint, ne voulant pas interférer avec le traitement médical. Ils ont tous les deux des brûlures qui nécessitent un traitement hospitalier, annonça un ambulancier. Nous devons les transporter immédiatement. Le détective Bareja apparut aux côtés de Marilyn. Nous avons tout sous contrôle, nous parlerons à l'hôpital. Il se tourna pour lui faire face pleinement. Ce que vous avez fait ce soir, partir seul, c'était imprudent. Vous auriez pu vous faire tuer et faire tuer d'autres personnes. Je suis désolé, dit Marilyn, des larmes coulant sur son visage. Je le suis vraiment. Mais, détective, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? J'ai attendu 20 ans sans une seule vraie piste. Et aujourd'hui, enfin, des preuves. Si j'étais rentré chez moi et avais attendu, ma fille aurait brûlé vive dans cette cabane. La femme sur le brancard leva les yeux à ces mots. Sa voix était faible, endommagée par la fumée. Elle a raison. Raoul a vu les informations ce matin. Il voulait nous brûler tous les deux. C'est pourquoi nous sommes allés chercher de l'essence. Elle se concentra sur Marilyn, et ses yeux se remplirent de larmes. Je vous ai vu à la télé. Je savais que c'était vous sur le parking. Vous êtes venu pour moi? Sa voix se brisa. Merci. Maman, le mot flotta dans l'air, étrange et merveilleux après 20 ans. Oh, Charlotte, sanglota Marilyn. Elles tendirent dans les bras l'une vers l'autre, mais les ambulanciers intervinrent doucement. S'il vous plaît, nous devons traiter correctement les brûlures. Vous ne pouvez pas encore vous toucher. Nous devons partir maintenant, dit l'ambulancier en chef, alors qu'il chargeait Charlotte et Benjamin dans l'ambulance. Je vous retrouve à l'hôpital, dit le détective Bareja à Marilyn. Elle courut à sa voiture, suivant l'ambulance qui descendait la montagne, ses feux clignotant dans l'obscurité. L'ambulance hurlait dans la nuit, ses sirènes perçant l'obscurité de la montagne. Marilyn suivait de près, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Joseph à Orange, où le personnel d'urgence attendait déjà. Charlotte et Benjamin furent précipités à l'intérieur sur des brancards, entourés de personnel médical. Une infirmière s'approcha de Marilyn. « Madame, vous devrez attendre dans la salle d'attente pendant que nous les traitons. »« Non, » dit fermement Marilyn. « J'ai attendu 20 ans. Je ne quitterai pas son côté. » L'infirmière vit quelque chose dans ses yeux et acquiesça. « Vous pouvez attendre juste à l'extérieur des rideaux des urgences, mais s'il vous plaît, laissez-nous travailler. » Marilyn arpentait le couloir, incapable de rester immobile. 20 ans de recherche avaient enfin pris fin, bien qu'elle allait presque perdu Charlotte à nouveau à cause du feu. L'odeur de fumée s'accrochait encore à ses vêtements. Les détectives Bareja et Mills arrivèrent 40 minutes plus tard. Ils la guidèrent vers une petite salle privée. « Raoul Dreyfus a tout avoué », commença le détective Bareja. « Il a été étonnamment coopératif. Cet homme n'a rien à perdre. Il est un mourant, cancer du poumon, stade 3. Les médecins disent qu'il a peut-être 1 an sans traitement. Il n'a jamais cherché d'aide médicale parce qu'il craignait d'être découvert. » Dit amèrement Marilyn. « Qu'il meure en prison. Il nous a volé 20 ans,
20 ans d'agonie, et il a pu vivre libre pendant tout ce temps. 1 an en prison n'est pas la justice. Si j'avais de l'argent, je paierais moi-même pour son traitement, le garder en vie pour qu'il purge 20 misérables années derrière les barreaux. Votre colère est tout à fait justifiée, dit doucement le détective Bareja. Je ressentirai la même chose à votre place. Il ouvrit son carnet. Dreyfus nous a dit qu'il vous observait toutes les deux. Il vivait autrefois dans votre immeuble, le même appartement, en fait, avant que vous n'y emménagiez. Il a dit qu'il aimait observer les gens qui y vivaient après lui. Quand vous et Charlotte avez emménagé, il est devenu obsédé. Il a dit que Charlotte était douce et belle, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. Marilyn se sentit malade. Il nous a traqués? Oui, il a appris vos habitudes. Vous visitiez Disneyland le premier week-end de chaque mois. Après ma paix, confirma Marilyn. C'était notre tradition spéciale. Il a passé des mois à se préparer, a obtenu le costume lors d'une vente aux enchères d'une unité de stockage, s'est entraîné à le porter, a appris la disposition du parc. Ce jour-là, Charlotte a pris des photos avec lui. « Avec mon Polaroid ?» dit Marilyn. Elle voulait lui donner une copie, mais j'ai dit non. Pourquoi donnerais-je notre photo à un étranger? Cela l'a contrarié. Plus tard, quand vous achetiez du pop-corn, il est réapparu. Charlotte a reconnu le costume et s'est approchée quand il a fait signe. Il lui a promis une visite spéciale, un monde secret d'Alice au pays des merveilles, que les autres enfants ne connaissaient pas. Il l'a conduite dehors par une sortie de service pour employés. « Pourquoi personne n'a-t-il rien vu ?» demanda Marilyn, bien qu'elle connaisse la réponse. La sécurité était minimale à l'époque, selon les normes actuelles. Il avait probablement mémorisé le planning et les allées et venues du personnel. Il n'y avait pas de caméra de sécurité à l'époque, et les descriptions des témoins étaient vagues, juste un personnage de lapin. L'affaire a été officiellement traitée comme celle d'un enfant qui s'était égaré dans la foule. Sans preuve concrète d'actes criminels, Disneyland ne l'a pas reconnu publiquement. Finalement, la piste s'est refroidie. « Que lui est-il arrivé pendant toutes ces années ?» demanda Marilyn, redoutant la réponse. « Il l'a emmené dans cette première maison que nous avons visitée. Lui a dit que vous étiez morte dans un accident, qu'il l'adoptait informellement, l'a instruite à domicile. Quand elle avait environ 12 ans, elle a vu une affiche de personnes disparues à l'épicerie. C'est alors qu'il les a déplacées vers la cabane. Elle a essayé de s'échapper. 2 fois, elle en a essayé de s'enfuir. S'est perdue dans les bois les 2 fois. Il l'a retrouvée, l'a ramenée. Il ne l'a jamais frappée, mais la manipulation émotionnelle était constante. Utiliser le costume pour l'effrayer pendant qu'il l'endoctrinait n'était qu'une chose, pour la rendre complètement dépendante de lui. Finalement, elle a cessé de résister. A commencé à l'appeler « papa » quand elle est devenue adulte. Il était tout ce qu'elle connaissait. Le détective Mills ajouta « Quand nous avons fouillé la cabane, nous avons trouvé des signes qu'elle s'occupait de lui. Des bols de farine d'avoine près du lit, des protections pour l'incontinence adulte. D'après ce que nous pouvons dire, quand il a vu les informations ce matin, il a pris une décision. Plutôt que de faire face à la capture dans son état, il a choisi d'en finir, de les brûler tous les deux. » Était-il? Marilyn ne pouvait pas finir la question. Il nie tout abus sexuel. Nous confirmerons avec Charlotte et les médecins, mais son obsession semble avoir été liée à la possession, pas à cela. Marilyn acquiesça, se sentant légèrement soulagée, mais toujours nauséeuse. Ils quittèrent pour la salle pour trouver Elias Craster assis devant la chambre de Benjamin, se tordant les mains. « Comment va-t-il » demanda Marilyn. « Ils disent qu'il ira bien » dit Elias, des larmes dans les yeux. Des brûlures, inhalation de fumée, mais rien de critique. Ce garçon, il a sauvé la vie de quelqu'un aujourd'hui. « Il a sauvé ma fille » dit Marilyn, prenant les mains du vieil homme.
Sans vous deux, cela ne serait pas arrivé. Merci. Un médecin en tenue chirurgicale s'approcha. Vous êtes la mère de Charlotte. Oui. Les deux patients sont stables. Benjamin a des brûlures au 2e degré sur les bras et une inhalation de fumée mineure. Les brûlures de Charlotte sont plus étendues, ses chevilles, où étaient tes chaînes, plus des dommages à la gorge dus à la fumée. Les deux auront besoin de plusieurs semaines de traitement. Y avait-il des signes de... Marilyn ne pouvait pas le dire. Aucune preuve d'abus sexuel, dit doucement le médecin. Vous pouvez les voir maintenant, mais brièvement. Ils ont besoin de repos. Ils entrèrent d'abord dans la chambre de Charlotte. Elle était allongée, soutenue par des oreillers, des tubes d'oxygène dans le nez, des bandages sur les bras et les jambes. Quand elle vit Marilyn, ses yeux se remplirent de larmes. « Maman, murmura-t-elle, sais-tu combien tu m'as manqué ?»« Ma fille, dit Marilyn, prenant soigneusement la main non bandée de Charlotte. Je n'ai jamais cessé de chercher. Charlotte s'interrompit. Je voulais rentrer à la maison, mais je n'y suis jamais arrivé. Après un moment, je me suis forcé à croire que tu étais morte. C'était plus facile que d'espérer. Jusqu'à ce matin, quand je t'ai vue aux informations. Le détective Bareja demanda doucement « Comment as-tu vu les informations si tu vivais dans cette cabane ?»« Nous sommes allés à l'ancienne maison pour nettoyer, » expliqua Charlotte. Une fois par an, Raoul insistait. C'est alors qu'il allumait la télé pour vérifier si elle fonctionnait toujours. Quand il a vu le reportage sur le costume retrouvé, il a paniqué. Nous sommes retournés en hâte à la cabane. Il voulait y rester, mais il est devenu paranoïaque. C'est pourquoi nous sommes allés au magasin pour de l'essence. « Pourquoi ne t'es-tu pas échappé ?» demanda Marilyn. « Au magasin, il te faisait confiance. » Le visage de Charlotte se figea. Après 20 ans, j'avais appris à vivre avec. J'avais pitié de lui. Il était vieux, malade. Je pensais que quand il mourrait, je pourrais recommencer. Je suis tellement désolé, maman. Tu n'as rien à te reprocher, dit fermement Marilyn. Ce que tu as traversé, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Tu peux devenir attaché aux personnes qui te font du mal. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ton défunt père. Ils se rendirent dans la chambre de Benjamin, où il était assis dans un fauteuil roulant, des bandages couvrant ses bras. Son père tenait sa main. « Charlotte, » dit Marilyn, « voici Benjamin et Elias Craster. Ils sont la raison pour laquelle nous t'avons retrouvé. Benjamin a risqué sa vie pour te sauver. » Charlotte regarda Benjamin avec émerveillement. « Merci, murmura-t-elle. Je suis juste content que tu sois saine et sauve, » dit Benjamin, ajustant nerveusement ses lunettes. Une infirmière apparut. « Une photo ?» dit-elle, voyant l'appareil Polaroid de Marilyn. « Mais tout le monde a besoin de repos. » Ils s'arrangèrent, Charlotte dans son lit, Marilyn à côté d'elle, Benjamin dans son fauteuil roulant, avec Elias derrière lui. L'infirmière prit l'appareil et prit la photo. Alors que l'image se développait lentement, Marilyn pensa à l'étrange chaîne d'événements. Une inondation exposant une valise cachée. Un vieux tailleur reconnaissant des coutures s'il modifiées. Un jeune homme atteint de TOC dont la tenue méticuleuse des registres avait fourni un nom crucial. Chaque personne avait joué un rôle essentiel. « Parfois, dit-elle doucement, nous ne savons jamais comment nos actions peuvent aider quelqu'un. Elias, vous avez gardé ce croquis. Benjamin, vous avez préservé ses archives. Sans vous deux, Charlotte serait encore perdue. » Le Polaroid finit de se développer, montrant 4 visages, 2 réunis après des décennies, et 2 qui avaient rendu cette réunion possible. Ce n'était pas une photo parfaite. Ils étaient bandés, épuisés, dans une chambre d'hôpital stérile. Mais pour Marilyn, c'était la plus belle photo qu'elle ait jamais prise.